couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Aujourd'hui, sur Lieu de toutes les couleurs, je converse avec Jenny Hippocrate, présidente de la PIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Une femme au parcours riche, militante, infatigable, psychologue de formation, mais aussi entre autres écrivaine, notamment autrice du roman jeunesse Netzuli, paru cette année 2025. Bienvenue Jenny. Bonjour, merci. Alors Jenny, on va parler de ton ouvrage Netzuli, qui est sorti en début janvier. En fait, le livre, on l'a annoncé en début janvier, mais il n'était pas vraiment sorti. D'accord. Il est sorti vraiment en mars. Fin mars. D'accord. Et tu n'avais pas encore vraiment fait une campagne pour cet ouvrage. Cet ouvrage on va revenir quand même sur une partie de ton parcours. Cet ouvrage dont tu dédies les fonds à la drépanocytose. Mais j'ai mes 10 ouvrages écrits, oui. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit, c'est toujours pour le combat contre la drépanocytose. D'accord. Moi, c'est dès le départ, en tant qu'autrice, c'était mon leitmotiv, dire je mets mon coup de plume au service de la cause, donc de la lutte contre la drépanocytose. Donc j'ai jamais touché quoi que ce soit, et même si mes livres sont des livres quand même à succès. Bien sûr. Écoute, on prend un petit temps pour revenir pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, et je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent quand même, mais surtout pour revenir sur le sujet de la drépanocytose. Oui, alors donc, c'est quoi la drépanocytose? C'est ce que tu veux que je dise? Oui, voilà. La drépanocytose est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs d'un gène défectueux. Donc l'hémoglobine normale c'est A, l'hémoglobine anormale c'est S. Quand les deux parents sont AS, ils ont un risque sur 4 à chaque grossesse de mettre au monde un enfant malade. Donc c'est une malformation des globules rouges, une mauvaise oxygénation du sang et avec 4 grands symptômes dominants. Donc la douleur qui est la hantise des malades et des familles, les infections à pneumocoque surtout, ça veut dire aussi un petit rhume qui peut te tuer une drépano ne te fera toi rien du tout. Enfin bref, et les septicémies, les méningites. Et c'est la première cause de mortalité. La douleur étant la première cause d'hospitalisation. Et l'anémie, puisque une personne lambda vit avec 13-14 grammes d'hémoglobine, une personne drépano, c'est la moitié. En plus, si elle est en crise, elle déglobulise, donc elle perd encore des globules rouges. Ça peut entraîner une fatigabilité extrême, mais aussi la mort. Et ce qu'on appelle les CVO aigus, les crises vaso-occlusives aiguës, on peut avoir des ulcères variqueux, des arrêts cardiaques, des infarctus pulmonaires, des AVC, etc., des nécroses au niveau de la tête fémorale. C'est une vraie saloperie parce que ça touche les globules rouges qui sont mal formés, qui ne passent pas très bien dans les vaisseaux, qui bloquent la circulation. Les organes vitaux ne sont pas oxygénés, donc quand on n'a pas d'oxygène, on meurt. Voilà. C'est ça. Et donc il y a tout l'APIPD, l'association APIPD qui a été créée. Je sais pas si c'est vraiment. C'est pas par moi. Toi. La PIPD a été créée par une maman d'une petite fille malade à l'époque, et j'ai piloté en marche parce que l'association était non seulement en sommeil, il n'y avait pas de subside, il n'y avait rien du tout, et donc j'ai refait, si on dit, j'ai refait les statuts, mais j'ai gardé le nom APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, et j'ai reboosté cette association. Donc elle n'était pas du tout connue, en sachant que c'est la première association de lutte contre la drépanocytose en France, en Afrique et en Europe. Il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas d'association créée avant la PIPD. Oui, parce qu'on peut dire que la drépanocytose touche beaucoup plus les personnes noires. Mais pas que. La drépanocytose, effectivement, les premiers foyers on observe en Afrique subsaharienne, notamment dans le Nigeria, tout ça. D'ailleurs, le Nigeria, c'est l'endroit le plus touché par la maladie. Mais il faut savoir qu'il y a une drépanocytose rouge. L'Asie est touchée. L'Inde, c'est le deuxième plus grand foyer. Avant, c'était même le plus grand foyer. Et évidemment, tout le pourtour de la Méditerranée, avec y compris le Maghreb à l'intérieur. Donc, la drépanocytose est une maladie mondiale. Et avec le brassage des populations, le métissage, la maladie galope et elle touche aujourd'hui tout le
monde, tous les continents, tout le monde est concerné. On ne sait pas qui est qui. Eux aussi, il y a une drépano blanche. Oui. On a beaucoup dit c'est une maladie des Noirs, mais dans ma fédération qui est basée en Grèce, il y a des blonds, yeux verts qui ont la drépanocytose. Ne dit-on pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité? Et donc, en fait, l'association, elle est beaucoup plus là pour un sens de communication et communication pour le monde et de soutien pour les malades. On est dans le lobbying. Hein. Oui. On fait voir connaître la maladie, on va vers les pouvoirs publics, vers les différents gouvernements, mais quand on a un peu d'argent, on aide aussi les familles. Oui. Il y a beaucoup de familles monoparentales, des parents qui n'ont pas d'argent, même si la maladie, les soins sont pris à 100%, mais attends, pour acheter les couches, puisqu'ils sont énurésiques, ça veut dire les enfants font pipi au lit très tard. Eh ben, il faut acheter les couches, il faut manger de bon beefsteak, il faut boire de la bonne eau, tout ça, donc ça coûte de l'argent, et ça, c'est pas remboursé. Des vêtements d'hiver très très chauds, des bonnets, tout ça c'est pas remboursé, d'accord. Donc ça appauvrit les familles et souvent ce sont des familles monoparentales parce que malheureusement les pères ils prennent la peau d'escampette quand on apprend qu'il y a un malade dans la famille. Donc les femmes se retrouvent seules. Alors quand c'est des femmes en plus étrangères qui ont la barrière de la langue, qui comprennent pas, donc c'est l'association de faire ce travail de je dirais de dialogue, évidemment d'interprète aussi, et puis un travail d'éducation thérapeutique. Ça veut dire on va apprendre aux malades et aux familles à aussi repérer les signes précurseurs et soigner eux-mêmes la maladie si elle n'est pas trop grave, et évidemment si elle est trop grave c'est l'hôpital à coup sûr. C'est vraiment très 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 fort hein, cette maladie, elle est vraiment on va dire insigneuse hein. Oui, c'est une saloperie, hein. Elle touche les globules rouges du sang. Donc, les globules passent dans les tout petits vaisseaux, les capillaires, pour amener vers les organes vitaux le cœur, et pour envoyer tout ça vers les poumons. Quand il n'y a pas tout ça, on ne peut pas avoir une vie normale. Hein. On ne vit pas sur Mars pour dire qu'on vit sans oxygène sur Mars. Hein. Donc, il y a des règles de respecter pour les malades, ne pas porter de vêtements stériles, ne pas aller en altitude, pas faire de plongée, pas faire plein de choses. Il y a beaucoup d'interdits. Et puis, comme je t'ai dit, c'est les douleurs qui sont indescriptibles. Hein. Apparemment, ce stress 100 fois plus intense qu'une douleur de l'accouchement quand on est en crise. Alors donc ça veut dire que ça n'a même pas d'échelle. Quand on demande à un malade t'as mal à combien sur une échelle de 10, il va te dire 10 millions. Donc ça c'est une douleur indescriptible, et même très souvent lors de cette douleur qui est même pas gérable avec la morphine, les malades demandent le droit de mourir, comme mon fils me l'a fait, il avait 5 ans. Donc tellement c'est insupportable. Je me rappelle quand mon fils était petit, qui était lui de la forme la plus grave, et je lui dis tu as mal où? Il me dit maman t'as rien compris, mon corps est une planche de douleur, j'ai pas mal à quelque part, mon corps est une planche de douleur. Donc c'est grave. Et c'est parce que Taylor est atteint de la drépanocytose que tu es rentré dans cette association. C'est parce que Taylor est atteint, oui, que j'ai trouvé mon vrai combat, en sachant que j'avais déjà embrassé tout ce qui est caritatif. Moi, avant Taylor, j'étais à l'Armée du Salut, j'étais Emmaüs, la soupe populaire, hein, tout ça. Non, mais on peut pas revenir sur toute ta vie, mais avant même que tu aies des enfants, tu étais déjà très associative. À l'âge de 15 ans. Voilà. À l'âge de 15 ans, j'étais déjà avec ma maman. Donc j'ai toujours eu cette abnégation pour les autres, m'oublier et penser aux autres, et cette empathie pour les personnes différentes, malades ou pas malades physique ou mentales. J'ai toujours eu ce truc-là parce que j'ai pris vraiment du côté de ma maman, qui était quelqu'un de cœur très dur, mais avec un cœur gros. Et donc et puis tu sais hein, il y a des gens qui comprennent très vite qu'ils ont une mission sur Terre. Moi, je crois que c'est ma mission, hein, d'aller sauver les gens à l'autre bout. Alors, ce qui me fait rigoler, les gens me disent, oui, tu voyages beaucoup avec la drépanocytose. Je leur dis, j'ai voyagé plus sans la drépanocytose. Et puis, il y a quelque chose, parce qu'on a l'habitude de converser, on va dire que la littérature a toujours une place aussi dans ta vie depuis l'enfance. Oui. Alors, à 12 ans, j'écrivais des poèmes en espagnol. J'étais très bonne en espagnol. J'ai commencé comme ça, j'ai écrit plus de 5000 poèmes, j'en ai publié, j'ai écrit pour les chanteurs, des paroles de musique, très tôt. Moi, je suis une grande poétesse. Tu sais pourquoi? Je suis une rêveuse. Et quand on rêve, on écrit. Et tu sais, quand j'étais petite, je voyais les belles choses. J'ai toujours aimé les belles choses, les belles robes. Que tu es née, Jenny, dans un cadre paradisiaque, autour de toi, dans le nord de la Martinique, qui est franchement un paysage merveilleux.
Il faut dire que je suis née d'une maman qui était très coquette et qui était très ambitieuse, qui était d'ailleurs la seule femme à posséder un dancing. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup d'âge, j'ai regardé faire ma maman, je l'ai mimée, quand elle disait. Il y a un seul truc que je n'ai pas pris du côté de ma mère, c'est porter l'or. Elle adore l'or, moi j'aime pas l'or, donc voilà. Mais sinon, j'écrivais beaucoup. Et tu sais, comme je viens de te dire, j'étais une grande rêveuse et je disais tout le temps à ma mère, si j'étais une reine, et elle m'a dit, si t'étais une reine, tu ferais quoi? J'ai dit, je bâtirais ma maison avec des animaux qui puent, les putois, avec les gros animaux, des crocodiles. Mais elle me dit, mais t'es folle, ma fille. Je dis, mais non, je bâtirais parce que pourquoi ça nous répugne? Alors que c'est leur vie. Peut-être que nous, on répugne ces animaux-là. C'est comme les végétariens. On va dire, pourquoi ils mangent pas de la viande? Et pourquoi nous, on mange de la viande? Eh ben, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Nous, on va dire, pourquoi quelqu'un mange des serpents, par exemple, en Inde? L'Indien te dit, pourquoi tu manges du bœuf? Donc, il faut être tolérant, il faut le vivre ensemble, il faut tout ça. Et moi, j'ai compris ça très jeune. Et pourquoi j'étais une enfant très espiègle, mais très cultivée. Tu sais, je lisais beaucoup. Je me rappelle quand maman nous donnait de l'argent pour notre anniversaire, moi, j'allais acheter un livre. Oui, tu m'en avais déjà parlé. Ouais. Oui. Elle me dit, tu n'achètes pas de poupée? Je dis, avec des fils de cabouillage, je fais ma poupée, mais je vais acheter un livre. J'avais plein de livres. Et les gens ne comprenaient pas. Je dormais dans des livres. Ils ne comprenaient pas comment une petite fille de marchande de poissons qui vit à la campagne, elle avait tout le temps des livres. Tu vois? Et ça. Et je me rappelle, même monsieur m'a dit, tu seras certainement prof de français. J'ai dit, mieux que ça. Mieux que ça, puisque tu as appris la psychologie. Non, j'étais assistante sociale avant. En fait, je voulais être chirurgienne. Oui, je voulais être chirurgienne cardiaque. Malheureusement, ma sœur ne m'a pas inscrite à la fac. Voilà, elle a oublié en me faisant croire qu'elle l'avait fait, mais non. Et quand je suis à la fac, elle m'a dit, il y a un concours d'assistante sociale. Bon, ben, comme vous aimez tout ce qui est social, ben, j'ai passé le concours au dernier moment. Et la dame à l'époque de l'université, là, je la remercie jusqu'aujourd'hui parce que elle m'a dit, parce que je pleurais, j'étais pas inscrite. Elle m'a dit, elle a fait vite de me faire les dossiers sur place, ma chérie, sur place. Et donc, j'ai passé mon concours et quand j'ai commencé à voir ce que c'était l'assistante sociale à Paris, notamment quand j'ai fait mes stages à la mairie de Paris, j'ai vu que c'était de la merde. Et que on n'était pas assistante sociale, on était assistant de rien du tout et que on nous privait tout. Ça commençait à priver les gens, d'aider les gens. Donc, à priver les gens, de priver les gens et de priver les autres aussi. Et j'ai commencé. Alors, moi, je vais te raconter une anecdote. À l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur comme ça. Il y avait des grands tableaux avec les gens qui faisaient des demandes d'appartement. Alors, il y avait des œillets. Quand il y avait les blancs, ça veut dire que c'est un blanc. Le œil rouge, c'est un indien. T'as compris? Le noir, c'est un noir. Et quand j'ai vu ça, j'étais stagiaire, j'ai mélangé noir, blanc, rouge. Ils m'ont foutu dehors du stage. Il y avait ça déjà. Oui. On m'a foutu dehors du stage. Tout ça, c'est écrit dans mon livre, Le président de la République est une femme noire. Ils m'ont foutu dehors du stage. J'ai dû me battre pour rentrer dans un... Ou sinon, ils me mettaient au cachot, tu sais, au placard. Mais moi, comme je te dis, j'aimais les études. Et j'ai eu mon diplôme, j'ai exercé 9 mois, j'ai dit non. Et puis moi, je pleurais, je passe à côté de l'université, je parle à un monsieur. Il me dit, mais toi, tu ferais bien une bonne psychologue, toi. Je connaissais pas ce monsieur. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je suis entrée en fac de psycho. Et plus tard, j'ai fait des DU, des doctorats. J'ai pas fait tout de suite. À l'époque, j'avais une maîtrise et une licence. D'accord. Et c'était ça. Avec ça, tu pouvais travailler. Et petit à petit, en rentrant dans ce moule-là, donc j'ai passé mon doctorat, j'ai passé un master, j'ai passé un doctorat et j'ai fait des DU, donc diplôme universitaire, protection de l'enfant, milieu carcéral, etc. Et tu sais que j'ai des intuitions. Donc ensuite, j'ai passé mon diplôme de sciences psycho-éliminatoires, donc de docteur en morphopsycho aussi. Et ça, c'est un diplôme que j'ai eu en Suisse qui a été homologué 8 ans plus tard en France. Des histoires de vie aussi que tu nous racontes. Mais on m'a dit, mais il y a un monsieur qui m'a dit, c'est un grand cinéaste, il m'a dit, je crois que je vais en faire un film de votre vie, madame. Et alors que tu mets tout ça au service aussi de la jeunesse, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce roman jeunesse en particulier, Netzuli? Déjà, j'ai écrit beaucoup de contes pour enfants, tu oublies, ma chérie? Non, j'oublie pas. Ah ouais, j'ai écrit des contes. Des contes illustrés. Et ce livre Netzuli, Le trésor de l'Anse du Fou, je l'ai écrit il y a à peu près 16-17 ans. Et je l'avais laissé. Je l'avais laissé. Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai écrit d'autres livres qui sont beaucoup plus poignants. Donc, Papa met arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole. J'ai écrit, c'est le dernier entretien pour qu'on avait eu d'ailleurs. Voilà, Bienvenue sur la lune. J'ai écrit beaucoup. Et un jour, j'ai une très mon amie que tout le monde connaît, je vais la nommer tout à l'heure, qui passe chez moi. Et elle me dit, qu'est-ce que tu écris? Je lui dis, bon, je suis en pleine promo
arrête de toujours accuser les pères, mais il me dit, tu n'as rien écrit d'autre? J'ai dit, si, j'ai écrit Nedjuli, le trésor de l'anse du fou, c'est un conte pour elle. Elle me dit, raconte. Et je lui raconte, non. Elle me dit, bon, tu vas arrêter de me raconter. Je prends l'avion demain pour Los Angeles. Tu m'envoies, si tu veux, le PDF. Ça va rester confidentiel. Je vais le lire et je te réponds. D'accord. Et, arrivée à Los Angeles, elle m'envoie un mail, elle me dit, mais WhatsApp, elle me dit, mais c'est une blague. Je lui dis quoi? Elle me dit, mais comment tu as fait pour garder un livre comme ça? Mais c'est pour Hollywood, ça, tu rigoles, Jenny. Tu me sors ce livre tout de suite. Et cette personne, c'est Eusanne Palsy. Quand Eusanne Palsy dit, c'est un livre qui va cartonner, tu l'écoutes, hein. Oui. Bien sûr. Tu l'écoutes. Et c'est comme ça que j'ai envoyé pour seulement deux éditeurs. Et Owen m'a appelé tout de suite, m'a dit, écoutez, madame, nous, on ne fait pas ce genre d'ouvrage, mais pour vous, on va le faire, c'est tellement beau. Oui. On va le faire. Et, gardez-moi ce livre. Et la patronne d'Owen m'a dit, s'il te plaît, garde-moi ce livre. Oui. Garde-le mot. Alors, un livre qui aborde différentes thématiques quand même, le courage, le mystère, la solidarité, le danger et la quête. Le harcèlement scolaire. Oui. L'amitié, tout ça, la faune Bah oui, mais tout ça est dans le courage. C'est quatre enfants, c'est quatre enfants différents. Oui. Une qui a des super pouvoirs, une qui est autiste avec un syndrome d'Asperger, donc les autistes qui sont super intelligents. Donc ce sont quatre enfants qui sont souffrants. Qui sont différents, qui ont des pathologies, ils sont différents. Sauf Nedjuli, qui, elle a des super pouvoirs. C'est elle qui entraîne les autres. Et il y a Abdon qui est hyperactif et Tertullien qui est obèse. C'est un béquet obèse. Abdon, c'est un mulâtre indien. Et au même titre un petit peu que Nedjuli, ce sont des enfants métissés, ils sont des Antilles, mais je ne dis pas où parce que je ne sais pas d'où. Oui. Et il y a un fouacho. Le fouacho existe vraiment dans le monde normal. Et ces enfants, donc Nedjuli, elle s'endort sous la table à l'école, elle n'a que 10 ans, et elle tend la main, tous ses trois compères, elle les entraîne dans un monde parallèle, dans ce même fouacho qui est aussi dans le monde parallèle. Et dans le monde parallèle, il y a des animaux démesurés qui vont essayer de les tuer, et Nedjuli, elle se mue en princesse guerrière avec une couronne de fleurs sous la tête avec une dague, etc. Elle va commencer à tuer les animaux. Et Euphémie, qui est l'autiste Asperger, elle dit non, il faut les apprivoiser, on ne doit pas tuer les animaux. Donc il y a une leçon de vie. Et elle explique comment il faut faire pour apprivoiser les animaux. Alors pour ça, elles ont recours à une libellule, un colibri qui s'appelle la preille. Ils vont trouver une tortilute, ils vont attaquer l'opossum, ils vont attaquer le serpent, et puis là, ils vont faire la connaissance d'une fée qui s'appelle Ninon. Oui. Et cette fée, elle fait le voyage entre le monde normal et le monde parallèle. Et on croyait que c'était une fée, mais à la fin, on va découvrir ce que c'est exactement. Et tout ça existe vraiment, parce que ce fouacho existe en bâtiment à moment. C'est en regardant par la fenêtre. Alors, il y a la luciole chérie, là. C'est comme ça que ça a commencé. J'étais un soir par la fenêtre, je revenais, je dormais, et je sens qu'il y a une lumière à travers les persiennes. Et je regarde, je vois une petite luciole qui s'est perdue. Elle était toute seule dans la nature. Et en bas de chez moi, il y a un quartier qui s'appelle la Luciole. Alors, je dis, oh là, la pauvre petite bête, elle est toute seule, elle est perdue, elle vole un peu partout. Et brusquement, quand j'ai dit ça, des milliers de lucioles ont commencé à faire leur apparition dans toute la vallée. Et là, le premier texte que j'ai écrit s'appelle La Luciole. Oui. Et à partir de ce texte-là que j'ai publié, à partir de ce texte-là, j'ai dit, mais il y a le fouacho, la luciole, et je regarde les animaux, les crabes, il y a un crabe géant dans tout ça. J'ai dit, je vais écrire un conte par rapport à tout ce que je fais. J'étais une bonne pêcheuse de crabes. J'allais pêcher des crabes avec mes frères. Je faisais de la plongée sous-marine, donc j'ai vu des tortues. Tu sais, j'étais pas un garçon manqué parce que je ne veux pas dire ça. J'ai jamais eu de couilles, mais j'ai des ovaires, donc je suis pas un garçon manqué. Dans le contexte de ton engagement contre la drépanocytose, est-ce qu'il y a un lien entre le choix de raconter cette histoire somme toute imaginaire, et la réalité des enfants malades que tu soutiens? Non, aucun lien. J'ai pris un conte qui s'appelle Taylor et la libellule. C'est une libellule qui portait des messages aux enfants malades. Mais j'ai tourné la page. Ça, il y a aucun lien. Et en plus, en fait, comme on le dit, je suis une visionnaire parce que je parlais déjà de harcèlement scolaire. Oui. Et puis, toute la faune à flore de la Caraïbe. Donc, les enfants, ils vont apprendre beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de santé, effectivement, dans ce livre, mais rien à voir avec la DREPA. C'est-à-dire, Euphémie qui est hyper douée et surdouée, elle sait comment bat un cœur, elle sait les maladies, elle sait. Et pour ça, ma chérie, si tu n'as pas une once de connaissances dans les maladies, tu ne peux pas écrire un livre comme ça non plus. Et les enfants sont tellement contents. Et elle balance un cri.
baou, comme ça, quand elle va être en défense. Et ce cri baou, c'est quand j'étais petite, je disais à mes frères baou tout le temps. Et ils me disaient, mais tu te prends pour qui là avec ton baou? Et c'est que je gardais ce cri. Mais tu m'as pas posé la question, c'est qui Ned Julie? Julie, c'est... Non, mais j'allais pas le poser maintenant, mais j'allais poser la question un petit peu plus tard. Oui. Mais il y a une seule personne au monde qui s'appelait Ned Julie, c'était ma maman. D'accord, ok. C'est le prénom de ma maman, tout simplement. Nino, c'est le prénom d'une tante. Toutes les personnes, tous les protagonistes du livre sont des gens qui sont nés dans mon quartier. Alors, pour te dire que mon quartier est en effervescence. Dis-moi, pour toi, quelle est la nécessité, quel rôle peut jouer la littérature, et en particulier la littérature jeunesse, dans la sensibilisation à des enjeux de santé ou de solidarité? Tu sais, les contes, les contes sont des contes, les contes font rêver. Hein? Même quand tu racontes un conte qui n'est pas beau, comme si, par exemple, je sais pas, Cosette et les Thénardier. Les enfants lisent ça. Parce que les enfants se retrouvent en quelque part dans ça, même si c'est pas aussi important. Mais les enfants, tous, on a pris des calottes, tu comprends? Et puis, très souvent, on embellit les contes. Et quand j'étais jeune, je disais à maman, je voulais être une reine, mais je sais que mon prénom ne rime pas avec Margaret, Sophie, tout ça. Ma maman rigolait. Tu vois, parce que j'avais lu ça. Tu vois? Et, les anciens auteurs, La Fontaine, même si c'est pas lui qui a écrit tout ça, c'est des Africains qui ont écrit, mais bref, les anciens auteurs nous ont fait rêver. On a écrit des contes de La Fontaine, les animaux qui parlent. Qui n'a pas envie d'entendre parler d'un animal? Quand un perroquet parle, tout le monde est content, hein? Oui, c'est sûr. Alors quand les hommes parlent, on les écoute même pas. Mais quand un perroquet parle, on l'écoute. Quand un chien aboie, il essaie de parler, tout le monde l'écoute. Tu vois ce que je te dis? Donc c'est des rêves. Et l'écriture, surtout quand on écrit en vers, en quatrain, en terce, tu sais, des trucs qui se suivent, qui ont une connotation, qui ont... on a envie de, et puis les contes, très souvent l'écriture, les vers sont des paroles de musique. Qui n'écoute pas la musique? Qui n'écoute pas la musique? Même si voilà. Parce que il y a une vibration, il y a une énergie qui se dégage et il y a quelque chose qui apaise. Et tout le monde a besoin d'être apaisé aujourd'hui. Donc le conte pour enfants surtout, quand ça va inciter déjà les enfants à lire. Parce que moi, j'étais à Tropique Marché, un petit garçon dit ça, oh là là, c'est beau, la prochaine, j'aimerais lui livre, mais il est gros. Et la maman lui dit, mais c'est pas beau. Et l'enfant est parti avec le livre, et tu sais, il a failli se casser la gueule parce qu'il lisait déjà le livre dans les couloirs voilà. Il était déjà pris dedans. Et en Martinique, j'ai fait un truc extraordinaire. Des comédiens sont venus à mon secours, qui ne connaissaient pas le livre, et ont commencé dans les écoles des comédiens avec moi. Et gratuitement. Tu te rends compte? Et quand les comédiens lisent le livre, c'est incroyable. Tu étais en Martinique dernièrement pour le Drépaction. J'étais en Martinique pour Drépaction, j'étais avant pour présenter le livre au mois de mars, c'était ma première présentation. Et j'étais aussi en Guadeloupe, je reviens de Guadeloupe. Après Guadeloupe, c'était Chicago, et après on a fait Monaco dimanche dernier. L'expérience à Chicago, c'était comment? L'expérience était pour signer la 50. J'y étais pas à Chicago. C'est ma collaboratrice qui m'a remplacé. Je suis tombée, j'ai fait un malaise la veille. Voilà. Donc j'ai fait une de tension. Donc Adisa m'a remplacé. C'était pour signer le 53e congrès de la lutte contre la drépanocytose. À partir du moment où la maladie a été découverte, prise en charge, etc. aux États-Unis, parce que la maladie a été découverte depuis 1904, et dans les années 50, l'hémoglobine anormale était complètement identifiée, et c'était dans le combat de Martin Luther King de tout ça. Alors c'est pour ça il y a eu ce 53e congrès, donc il fallait la signature européenne, donc c'était nous. Et pour que la drépanocytose reste en tête de l'affiche au niveau des soins. Voilà. Est-ce que Ned Julie aura une place particulière lors de l'arbre de Noël de la drépanocytose avec les enfants? Oui, d'ailleurs, j'ai appris hier que mon éditrice sera présente à l'arbre de Noël. Oui. Évidemment, le livre sera en vente là-bas. Oui. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que c'était en janvier-décembre, parce qu'on avait porté les premiers exemplaires l'année dernière. Ah oui. Mais le livre n'était pas sorti, voilà. Alors, et donc, du coup, oui. Et Ned Julie aura sa place. Mais on va pas raconter l'histoire, puisque nous aurons une personne qui va plus jouer pendant 10 minutes La Belle et la Bête. Ah, d'accord. C'est Stella? Voilà. Stella, sa moitié de visage sera la bête, l'autre moitié la bête. Et donc, moi, je laisse la place à Stella. Voilà. Et donc, du coup, le livre, je l'ai présenté vraiment rapidement. C'était une dédicace à Tropique Marché. Mais en fait, ce livre, je ne l'ai jamais vraiment présenté en France. C'est pas le temps.
Mais il va falloir que je prenne le temps, ce qu'elle me disait hier. Parce que là, déjà, on commence en le présentant sur Lien de toutes les couleurs. Donc maintenant, il va falloir que tu continues. Parce il faut que je le présente. Je pense que je vais le faire en début février, dans une même salle. On va faire venir peut-être des comédiens. Disons que là, c'est le moment aussi qu'on puisse l'acheter pour l'offrir, puisqu'il y a bientôt les fêtes de Noël. Oui, mais c'est quand même en vente. C'est quand même en vente. Voilà. Je ne l'ai pas vraiment présenté. Je vais te dire un truc. Oui. En Martinique, McDonald's, les banques, les écoles. Mais c'est pas 2 livres que ces gens-là commandent, hein, je peux te dire. D'accord. C'est 100%. On le trouve à la FNAC. La FNAC sur toutes les grandes pages. Et c'est la première fois que j'ai vu un livre pas sorti, qui n'avait pas encore de première de couvre, et la FNAC, Amazon, Cultura, tout le monde présentait déjà le livre. Et il n'y avait pas encore de première de couvre. C'est incroyable. Ouais. Elle est belle, hein, la couvre. Hein. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est pas moi qui ai fait la première de couvre, c'est mon éditrice. Mais hier encore, je lui disais merci, elle m'a dit, il faut que je te raconte l'histoire. Parce que c'est une histoire qui vient de l'au-delà, qu'elle m'a dit. Ah oui, dis donc. C'est pour ça, c'est un peu de mystique, hein, tout ça. Hein. Voilà. C'est un peu de mystique. Mais, alors, les gens qui ont lu, ils attendent même pas que je termine de présenter mon livre partout sous les fois, me demandent déjà à quand le 2e tome. Et alors, tu as dit que tu avais commencé cet ouvrage quand tu avais 17 ans, c'est ça? Non, il y a 17 ans. Il y a 17 ans. Et pourquoi tu avais mis de côté? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait d'autres. Tu sais, je suis hyperactive. J'écris 6 livres en même temps. Oui. Et quand j'ai commencé à écrire d'autres livres, je me suis dit ça sera peut-être plus intéressant. Et ben, c'est là que j'avais peut-être tort. Oui, c'était peut-être plus intéressant pour les gens qui sont adeptes de ça. Mais pas peut-être pour le public que je veux vraiment toucher aujourd'hui, qui est un public bon enfant, qui est des adultes qui sont restés des enfants, et moi je suis une adulte restée enfant. Parce que quand je joue avec mes petits-enfants, il faut voir ça. Combien tu as de petits-enfants maintenant? J'en ai 4. Ah, bon. Quand petite fille, un petit garçon. Oh, dis donc. Alors, on sait, on connaît ton combat, on sait ce que tu fais avec toute ton équipe. Tu as une équipe de bénévoles, mais qui sont vraiment super, extraordinaires, qui accompagnent aussi les malades. Et alors, on peut citer quand même les grandes lignes du combat, parce que les grandes organisations, il y a le gala de la drépanocytose, pour ramasser. Il y a drépation. Drépation, on ne fait plus le concert parce qu'il n'y a pas d'argent, mais on reste dans la sensibilisation intense. Alors, vous ne faites pas de concert non plus, vous faites plus de concert non plus aux Antilles? Non, il n'y a pas d'argent, on n'a pas de subvention. Les gens croient qu'il n'y a pas de subvention. Oui. Voilà. Mais on fait d'autres trucs, on fait la drép zumba. Oui, d'accord. Et l'année prochaine en Martinique, on va faire la compétition de drép zumba. Oui, ok. Avec plusieurs communes. Mais sinon, on fait la sensibilisation intense. Alors, bien sûr. À la drépano, et on fait l'arbre de Noël. Oui. Alors l'arbre de Noël, c'est magnifique. Hein. C'est tellement, joli de voir ces enfants là comme ça. Ça va être quelque chose le samedi. Ce qui est bien dans l'arbre de Noël, c'est qu'on a aussi des enfants qui ne sont pas malades, qui sont là. Il y en a une centaine. Voilà, qui sont là pour venir accompagner leurs copains, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est des enfants, c'est des groupes d'enfants qui viennent danser pour les enfants. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, parfois la lutte comme ça, elle s'accompagne de combats difficiles. Hein. Et toi, qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Mon amour pour les autres. Ouais. Je t'ai dit beaucoup d'abnégation, mon amour pour les autres. Et je crois que c'est mon leitmotiv. Ma résilience, se résout à très peu de choses. Ma résilience se résout à... Mon père m'avait dit quand j'avais 12 ans, ma fille, ici, tu te retrouves dans le crash d'un avion. Ouais. Et tu es la seule survivante, ne reste pas là-dedans. Hein. Fais un grand bond, monte au ciel, touche tes nuages et redescends là où on aura besoin de toi. Je lui dis, où papa? Il m'a dit le monde. Aujourd'hui, j'ai fait 122 pays. Et ma mère me dit, lors de tes voyages, n'oublie pas de mettre dans ta poche 3 mots. Je lui dis, quels sont les 3 mots? Elle m'a dit, aimer, aider, respecter. Ah oui. D'accord? Et troisième résilience, c'est mon fils quand il est mort dans mes bras et que je lui ai donné le coup de poing dans la poitrine. Et il est revenu à la vie. J'ai dit, la vie ne tient qu'à un fil, mais tient aussi un coup de poing dans la poitrine. Ça, c'est tout ça, ma résilience. Et avec tout ça, quand je me rends compte que la vie est quand même belle, il y a des choses très bien, il y a des choses qui sont belles à regarder. Je me dis, pourquoi ne pas donner aux autres la chance de regarder les belles choses, des choses qui regardent avec des yeux, quoi, puisque Dieu nous a donné des yeux pour ceux qui ne sont pas aveugles, et ceux qui sont aveugles, ils vont regarder avec leurs mains, ou ils vont écouter avec leurs oreilles. On a tout
pour qu'on puisse bien vivre. Pourquoi ne pas aider ceux qui ne savent pas s'en servir à s'en servir? Et c'est ça. Et dans tout ça, si tu n'as pas beaucoup d'amour pour les autres, et je vais t'apprendre quelque chose, l'année prochaine, notre gala va tourner autour d'un seul mot. Ça y est, on a déposé tout ça à l'INPI, c'est l'agapé. Agapé qui veut dire amour inconditionnel, universel. Ah bah écoute, j'allais te demander si tu pouvais dire une chose essentielle à nos éditeurs, lectrices, lecteurs en France et ailleurs. Qu'est-ce que ce serait à propos de la drépanocytose, de la solidarité? À propos de la drépanocytose, je dis à propos de la drépanocytose, de la solidarité et de l'engagement en une seule phrase. En une seule phrase, moi. D'accord. En un mot, moi. D'accord. Tout simplement. Sinon, ce que je leur donne une phrase avec laquelle ils pourraient méditer, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Martin Luther King. Toujours tailler la montagne du désespoir en diamant de l'espoir. Ben, écoute, merci beaucoup, Jenny. Et puis, rendez-vous sur ton prochain livre, alors. Attendu. Il est presque prêt. Il s'intitule Demain à l'aube sur la jetée, je t'attendrai. C'est une magnifique histoire d'amour. Eh ben, écoute, nous terminons sur ces mots. Merci à toi. Mille merci, Jenny. Continue de faire entendre ces voix et à très bientôt sur ce chemin de vie vers la lumière. À vous autres, merci de votre écoute. Continuons à partager de belles énergies sur le rythme indien de Goa, notre musique générique. Suivez-nous sur le hashtag Lire de toutes les couleurs. Croyez en vos rêves et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. À bientôt en Belle Thibault, Mika.